Et il mire Dieu à la retraite, c'est le titre de l'ouvrage de notre invité du jour, Didier Le Fur. Bonjour. Bonjour. Didier Le Fur, vous êtes historien, auteur d'une nouvelle histoire de la Renaissance et de biographies remarquées. Votre Diane de Poitiers a reçu le Grand Prix de la biographie politique en 2017 et également le prix de Monseigneur Marcel de l'Académie française. Aujourd'hui, donc, vous êtes ici pour nous présenter votre dernier ouvrage, Il mire Dieu à la retraite, une brève histoire de l'histoire. Votre histoire est regroupe, c'est la discipline, porte sur la discipline historique. N'est-il pas aussi un livre de philosophie ? Alors forcément, parce que, curieusement, les historiens n'ont pas été formés en tant qu'historiens avant le 19e siècle. Par conséquent, les auteurs de livres d'histoire ont été d'abord, en tout cas dans l'imaginaire, en France, ceux qui savaient écrire, ceux qui avaient accès au texte, donc essentiellement des clercs pendant très longtemps, et même jusqu'au début du 19e siècle, la plupart des histoires de France, notamment, étaient écrites par des religieux. Mais il y avait forcément d'autres textes qui pouvaient se produire, et à partir de la fin 15e siècle, eh bien, ce sont des auteurs plus laïques, ou en tout cas plus libérés face à la religion ou à des devoirs religieux et hiérarchie, qui se sont mis aussi à écrire des livres. Et à partir de ce 17e et 18e siècle, à partir du moment où on a commencé à penser peut-être l'histoire différemment, on en reviendra sans doute, eh bien, ce sont des philosophes qui ont pensé l'histoire et qui ont aussi tenté d'écrire une histoire ou des histoires. Et c'est simplement qu'à partir du 19e siècle où on a commencé à structurer l'idée d'un métier d'historien et de dissocier les historiens des philosophes et d'autres intellectuels. Dans votre ouvrage, Didier Le Fur, beaucoup de théologiens considèrent que c'est grâce à la religion catholique que le progrès a été rendu possible. Qu'en est-il réellement ? Je ne rentrerai pas là-dedans puisque là on arrive avec des opinions et le boulot d'un historien c'est pas d'exprimer ses opinions propres. L'important c'était de savoir comment justement quand on a commencé à penser l'histoire peut-être différemment que l'histoire telle qu'elle était construite depuis, mettons, le 7-8e siècle, en France en tout cas, jusqu'à la fin du 16e et début du 17e, c'était une histoire qui était entièrement consacrée dans un récit où l'homme et Dieu étaient intimement liés, où l'histoire de l'homme dépendait de la volonté de Dieu, et où finalement cette histoire avait un début, un milieu et une fin surtout. C'est-à-dire en gros de la création et la chute, de la venue du Christ, et puis du retour de l'âge d'or qui permettrait de refaire le paradis sur terre. Donc finalement l'histoire de l'homme, pendant longtemps, et pendant ce temps qu'on va appeler par la suite le Moyen-Âge, eh bien, était complètement orchestré par les volontés de Dieu, et où l'homme finalement était un acteur, mais un acteur passif de son histoire. À partir du XVIIe siècle et à partir des travaux de Copernic, d'abord, mais qui du XVIe, mais qui vont rester assez intimistes, mais qui vont se développer notamment par Galilée, qui, italien, va avoir des rapports avec la papauté un peu plus visibles. Et la réflexion qu'on peut avoir sur ces travaux, c'est-à-dire en gros de quitter le système aristotélicien soutenu par Ptolémée sur la Terre, centre du monde, et Dieu agissant sur la Terre et sur tout ce qui pouvait s'y passer, autant sur les éléments naturels que sur ces créatures vivantes, humaines notamment, eh bien considérer que finalement la Terre n'était plus que liée dans un système beaucoup plus vaste, voire infini, et où Dieu, du coup, ne pouvait plus, selon ses réflexions, eh bien, être aussi présent sur le destin humain, mais avait tas d'autres choses à faire. Et partant de ce principe, eh bien, on créait l'idée que l'homme, finalement, au-delà du fait qu'il pouvait participer plus activement, c'est une autre histoire, à son salut, eh bien, avait aussi, depuis ses origines, au moins depuis le déluge, parce que c'était la première date qu'on considérait comme juste, puisqu'on ne connaissait pas les autres choses de préhistoire et des choses comme ça, considérant que donc depuis le déluge, eh bien, l'homme avait eu un destin, et que ce destin, il lui appartenait. Et donc il fallait peut-être l'inventer et le restructurer. Et à partir du moment où
Longtemps, on a considéré que l'Église catholique avait donc écarté l'homme de son destin, et c'est ce qu'on va appeler ce temps de Moyen-Âge, et ça c'est toute la littérature du XVIIe et du XVIIIe. Mais à partir du milieu du XVIIIe, l'idée à la fois de se dire que finalement le progrès humain avait été constant et régulier, et que finalement la période médiévale avait été aussi là, sous l'emprise de la religion catholique, ou chrétienne plus globalement, eh bien, avait été aussi un temps de progrès, et bien, de fait, l'Église et ce temps médiéval et ce temps religieux eh ben, aurait aussi participé au progrès. C'est le texte de Turgot, par exemple. Condorcet va le faire aussi d'une certaine manière. Lessing va en faire une démonstration assez intéressante sur cette idée justement de l'enfance du temps juif, de l'adolescence du temps chrétien et de l'homme de raison depuis le XVIIIe qui n'a plus besoin, puisqu'il est devenu adulte, d'un père pour le conduire et où il lui propose un évangile universel mais qui serait justement dans une logique qui ne serait plus du tout liée à cet imaginaire chrétien tel qu'il avait vécu, mais où l'imaginaire chrétien malgré tout, et ça va être reconnu par tout le monde, puisque justement soit catholique ou soit protestant, ça fait partie de leur vie, un système de valeurs, la notion du bien qu'ils partagent, eh bien vont considérer que finalement ça participe aussi à leur émancipation, même si à un moment ils peuvent se dire qu'ils n'en ont peut-être plus besoin. Vous l'écrivez dans votre introduction, Didier Le Fur, cet ouvrage est né d'une incompréhension. De quoi quelle est cette incompréhension ? Oh, ça c'était lié à la notion de renaissance, c'est-à-dire que mes premiers sujets étaient sur Louis XII et les guerres d'Italie, et après j'ai développé ça constamment. Et tout ce que je pouvais lire des livres récents, eh bien, me parlait justement de cette idée du progrès, de cette idée de renaissance des arts, renaissance des lettres, renaissance de tout ça. Et bref, toute cette espèce d'image assez féerique qu'on vous présente encore aujourd'hui régulièrement en presse ou en télévision. Et moi, je n'avais que des textes d'une violence folle où on ne me parlait que de guerre, que de développement, que de famine, que de projets expansionnistes, et puis où Dieu, justement, qui est si absent de cette notion de la Renaissance, puisque justement elle était dans l'idée du réveil de l'individualité. Remettre l'homme au milieu, voilà. Au milieu du sens, en fait. Exactement, alors que moi j'avais Dieu partout, et tout était fait en fonction de Dieu, et tout était dans la crainte de Dieu, et où tout était fait pour lui plaire, et dans l'espoir que finalement Dieu agisse aussi, ou l'action faite par les gouvernants ou autres, eh bien, était toujours dans la logique d'un destin voulu par Dieu, soit avancé par les prophéties, soit justement par rapport à toutes les théories de l'imaginaire chrétien sur la fin du monde et le renouvellement du monde par cette nouvelle âge d'or. Et c'est là où je me suis dit peut-être que j'étais totalement idiot, parce que je voyais des choses et qu'en face on me racontait une autre histoire. Et peut-être que je n'étais pas si idiot que ça, puisque finalement, en travaillant sur justement cette idée de Dieu et dans l'histoire de l'homme et dans son imaginaire et dans la manière dont il pouvait influencer sur la vie de chaque individu ou d'un groupe social, et la raison et la manière dont on a fait développer après la raison avec la naissance de l'idéologie du progrès et à écrire une histoire qui se voulait sans Dieu. Là on avait deux histoires effectivement, et cette histoire-là sans Dieu eh bien, correspondait à celle que moi j'avais apprise et celle qu'on m'enseignait et celle qu'on me demandait peut-être de suivre. On le voit dans votre ouvrage, les théoriciens à partir du XVIe siècle ont la volonté de s'intéresser aux mœurs beaucoup plus qu'avant. Comment vous expliquez cela ? Alors ça correspond à une idée assez intéressante sur l'idée de l'histoire. Elle est un peu différente du rapport de l'homme à Dieu ou de l'homme sans Dieu. C'est cette idée que finalement l'histoire, elle aurait été simplement qu'un récit chronologique avec des batailles, des rois qui naissent et qui meurent, mais où finalement tout ce qui était à côté, c'est-à-dire l'histoire des Français pour la France, était absente. Et alors c'était une interrogation, c'est un manque incontestable. Et les philosophes du XVIIe et du XVIIIe vont reprendre cet argument en disant, ben voilà, c'est ce qui manque, parce que tout simplement on nous a fait une histoire où justement par la politique, eh bien Dieu intervenait, alors que finalement tous les progrès humains à côté, c'est-à-dire le développement d'une mécanique, l'exemple de l'horloge est régulièrement appliqué,
n'aurait pas été une création divine, mais justement la création de l'esprit humain et de sa propre intelligence. Et donc d'écrire aussi cette histoire, j'allais dire, du développement humain, du développement de l'intelligence humaine. Et c'est ce qui va faire toute cette série de théories à partir du XVIIe, mais pendant tout le XVIIIe siècle, même encore pour une bonne partie du XIXe, sur l'idée où ces philosophes vont essayer de penser l'histoire de l'homme dans son progrès et la manière dont il s'est développé. Alors il y a certains philosophes qui, comme Descartes par exemple, qui considéraient que finalement l'histoire ça servait strictement à rien puisque c'était du temps passé et que l'important c'était la raison d'aujourd'hui et le progrès de demain. D'autres considéraient, et notamment comme Vico ou même Turgot et puis après la plupart des historiens ensuite, qu'ils soient philosophes ou pas, et bien que finalement non, cette idée de l'histoire et qui, pour marquer le temps passé, eh bien, justifiait finalement l'existence de l'homme aussi et sa raison d'être pour continuer à espérer et à progresser, mais là sans l'aide de Dieu, ou en tout cas sans l'aide de Dieu officielle. Même si Dieu pouvait être dans son intimité, l'idée du progrès humain, là, il y avait une sorte de globalité comme ça qui se faisait et qui devenait plus intéressante à expliquer peut-être que des histoires de bataille ou des histoires de paix et autre chose comme ça. Et on a poussé ce paroxysme-là au XXe siècle, et notamment dans la deuxième partie du XXe siècle, où pratiquement l'histoire politique est devenue quelque chose d'oni, et notamment à l'université, en oubliant sans doute, et souvent peut-être, que ces événements culturels, ces changements de vocabulaire, ces changements de mœurs et de mentalité, eh bien, étaient faits aussi par la politique, et quelquefois imposés par la politique, quelquefois en fonction de guerre, en fonction de défaites, et que dissocier l'un et l'autre était peut-être une erreur, et parce que justement, on aurait tendance à montrer l'histoire comme une longue progression, comme un long chemin, une logique, un peu comme du déluge où on est à l'état sauvage jusqu'à aujourd'hui où on est des hommes soi-disant civilisés, le mot civilisation étant aussi un mot du XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe, alors que finalement, il y a peut-être des choses différentes à étudier et surtout à expliquer. Vous parliez de dissociation, Didier Le Fur, d'ailleurs on dissocie souvent le progrès et l'existence de Dieu. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de prégnant dans votre ouvrage ? C'est essentiel dans le sens où la notion même de progrès n'existe pas telle qu'on l'a définie aujourd'hui tant qu'on imagine que Dieu peut fonctionner et diriger le monde et être finalement le maître d'œuvre ou le chef d'orchestre de l'humanité. Le problème, c'est pas justement la définition qu'on donne au mot progrès, justement ? Oui, Est-ce que le progrès est un progrès ? C'est un long discours. C'est un livre de philosophie, donc. Un petit peu, mais c'est de philosophie de l'histoire. Et c'est l'idée c'est surtout que ce mot de progrès au XVIe siècle est considéré comme un temps de marche, d'aller à un point A pour un point B, mais sans idée de progression, justement. C'est simplement le transfert, le voyage, ou une évolution, mais vers un point fixe, sans chercher un meilleur ou un mieux, ou sans chercher quelque chose de gratifiant. Or, la définition du progrès telle qu'on va le définir dans l'idéologie du progrès, où justement là, Dieu n'a plus rien à voir, c'est où l'homme finalement progresse indéfiniment et où la notion du mieux est constante. C'est-à-dire que plus il avance, plus il fait, plus il s'engage, plus il est dans sa liberté, plus il s'affirme dans un système de valeurs, de raison, de liberté et de création et d'audace législative ou même politique, eh bien il sera toujours dans le progrès. Et c'est ça qui est amusant, c'est que quels que soient les régimes politiques, qui, de droite, de gauche, démocrates, dictature ou autres, tous vont adhérer à cette idéologie du progrès, avec cette nuance, quand même, importante, c'est que toutes les utopies totalitaires, ou tous les régimes totalitaires ont une fin. Alors que tous les régimes démocratiques, quel que ce soit une monarchie constitutionnelle, une république ou autre, là, il y a l'idée de l'infini constamment. Voilà. Et c'est ce qui donne l'espoir et peut-être aussi le désespoir, hein. C'est toujours pareil. Et là, on revient à la question que vous me posiez précédemment sur cette idée de Dieu est là et propose à la fin d'une vie la possibilité
d'une autre vie. Sans Dieu, il faut imaginer autre chose. Donc il faut se donner une responsabilité de son vivant et imaginer que finalement il n'y a plus l'individualité, mais la chaîne humaine qui construit toujours l'idée du meilleur. Et ces notions d'ailleurs sur laisser un monde meilleur à nos enfants, eh bien, c'est une notion nouvelle, enfin assez récente. C'était pas du tout ce qui se passait dans l'imaginaire d'un homme ou d'une femme du XVe siècle. Cette mise au placard, Didier Le Fur, des premiers théoriciens catholiques, est-elle, selon vous, directement responsable de l'avènement des philosophes des Lumières qui, on l'a vu avec Voltaire, Montesquieu, ont voulu émanciper l'homme de Dieu? Alors, il y a eu une quantité d'autres philosophes à la même époque qui n'ont pas voulu le faire. Et c'est ça aussi qui est assez amusant, c'est qu'après il y a une sélection dans les idées. Ce rapport à Dieu est compliqué pour tout le monde. Faut pas oublier qu'en France, il y a essentiellement que des catholiques au XVIIIe, mais en Allemagne, ce sont essentiellement des protestants. En Angleterre, c'est des anglicans. Il y a des nuances comme ça, et le rapport à la puissance par rapport à l'Église n'est pas tout à fait le même, notamment par rapport à Rome. Donc il y a des réactions plus ou moins violentes. Voltaire, par exemple, va être très violent dans son rejet de la religion et de toute sa structure. Ça ne sera pas, mis à part Spinoza, mais ce ne sera pas aussi clair en Allemagne, puisque finalement le protestantisme était déjà une sorte d'étape d'émancipation, par rapport à des structures, et puis il y a le rapport de Dieu à soi, enfin cette espèce d'intimité qui n'existait pas dans le monde catholique. Chez les anglicans, il y avait le rapport aussi de l'homme et du roi et du chef de cette religion qui faisait un pouvoir et une chef de religion unie. Il y avait des nuances comme ça. Alors c'est vrai qu'en France on les a un peu écartées parce que ça ne nous arrangeait pas. Mais le rapport, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le rapport à la religion chrétienne c'est aussi, si on rejetait ça, on rejetait aussi une part de l'histoire de France. Et c'est toute l'intelligence d'un protestant comme Guizot, notamment de ramener ce temps médiéval, ce temps rejeté par justement ces hommes des Lumières, notamment par Voltaire, en disant que c'était empreint de religion, de fable, d'imbécilité, et à faire ce texte sur la philosophie de l'histoire, où finalement il tape sur tout le monde, sans taper directement sur la religion catholique parce qu'il ne peut pas le faire. Donc il va taper sur les autres religions, et notamment la religion juive, mais c'est finalement parler de la religion juive pour un chrétien, c'est pareil, enfin, c'est son histoire. Et donc c'est rejeter ça, c'était rejeter aussi en bloc tout ce qui pouvait être la religion catholique. C'est une vision qui est restée après pour les laïcs et pour le monde athée que va représenter notamment les historiens dès la fin du 19e qui se voudront totalement anti-religieux, quel que soit. Mais avant, il y a toute une idée que finalement, cette chaîne des étapes, quelles que soient les étapes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la religion a un rôle à jouer, et que s'il peut y avoir des ralentissements, s'il peut y avoir des temps d'arrêt, le progrès humain, lui, continuera malgré tout constamment. On reste au XIXe siècle, Didier Le Fur, on le voit, lors de cette période, le contenu des livres d'histoire doit passer devant cette commission d'examen des livres classiques. Est-ce que l'on peut parler d'un progrès ? Pour eux, ça a été considéré comme un progrès parce que c'est toujours la même chose par rapport à nos époques, parce que justement là, on a commencé à aller enseigner l'histoire qui n'était pas enseignée. Et donc c'est un progrès dans leur idée de faire apprendre aux Français tout le temps de l'évolution de ce peuple français depuis l'état sauvage, si j'ose dire, jusqu'à leur époque à eux, qu'on considère magnifique. L'histoire devient vraiment une science ? Elle devient une science à partir du moment où on la dissocie de Dieu et on l'institutionnalise, et on va lui trouver des règles qui devraient justifier son exactitude, et qui, comme la physique, doit être applicable partout et selon des règles communes à tous. Le seul gros problème, c'est que chaque régime politique, et ça se voit très clairement pendant tout le 19e siècle, parce que ça change à peu près tous les 20 ans, aura son histoire, aura son historien, aura sa vision du monde, aura sa vision aussi du sentiment national, aura sa vision aussi de son rapport à la religion, plus ou moins fort, ou à Dieu,
quelquefois simplement. Et surtout, c'est que les événements dont ces historiens parleront comme ça par période, eh bien, seront jamais écrits de la même façon que les Italiens raconteront pour le même temps, ou les Allemands, ou les Anglais, même si tout ça pouvait les concerner. D'où la faille de la science de l'histoire. Beaucoup de ces théoriciens, Didier Le Fur, dont vous parlez dans votre ouvrage, parlent de la civilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, ces théoriciens ne se feraient pas taxer de discrimination ? Ah, alors là, ça, c'est... Je pense que beaucoup, mais je pense que... Je mélange des genres. Non, mais vous avez parfaitement raison. Parce que justement, dans cette idée du progrès humain, on prend l'homme dans sa globalité. Et puis après, c'est quand même très difficile de prendre l'homme dans sa globalité pour la simple et bonne raison que les connaissances sont faibles pour plein de choses. Et donc, il est plus facile de parler de soi, toujours. Et donc, on va parler de ce qu'on connaît. Et au regard de ce que l'on sait plus ou moins des histoires qui sont à la disposition qui étaient à la disposition de ces hommes, parce que ce sont essentiellement des hommes qui ont écrit tout ça, eh bien, on va dire, voilà, le monde est en évolution, on sait notre propre évolution en regardant ce qu'on est, et puis on découvre d'autres peuples, en Afrique, en Amérique. Et les Amérindiens, par exemple, eh bien, vont être considérés au XVIIe et au XVIIIe un peu comme les témoins de notre barbarie ancienne. Après, voilà, c'est un peuple qui est resté dans l'enfance, les peuples africains pareillement, les peuples chinois qui, eux, auraient été évolués bien plus que notre espace méditerranéen et occidental, eh bien, se serait arrêté. Et nous, par contre, on aurait constamment évolué. Alors là, l'aide de Dieu intervient sur le choix d'un peuple élu, du peuple juif, puis après l'élection du peuple chrétien, en tout cas le christianisme, ou au contraire, sur cette idée de géographie. C'est-à-dire qu'il y a des lieux plus propices au développement culturel, intellectuel et politique que d'autres. Et là, on arrive à des choses qui sont un peu différentes quand même. Et oui, c'est là où on se dit que finalement... Est-ce qu'il y a un classement à faire ? Est-ce que le classement, telle civilisation est supérieure à une autre ? Le classement, ils l'ont fait, et ils vont le faire, justement. Et comme ils sont convaincus, tous ces hommes du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle aussi, qu'ils sont les meilleurs, parce qu'ils sont effectivement... avec une possibilité financière et militaire capable d'envahir le monde et de créer des empires, eh bien, ils vont considérer que forcément, ils sont les meilleurs. Et donc, ils sont dans le vrai. Et donc, c'est leur évolution qui est la bonne. Et c'est là où les choses peuvent, après, se poindre dans d'autres directions qui n'étaient pas gênantes pour eux, qui le deviennent pour nous, dans notre imaginaire, justement, par rapport à des religions qui seraient supérieures aux d'autres. Mais ça s'était déjà fait jusqu'au XVIe. Mais la notion de catholique supérieur aux gentils supérieurs, aux juifs, aux musulmans et aux protestants, parce que ça c'était quand même les pires, parce qu'ils avaient connu la vérité et ils en étaient partis, voire ceux des athées, alors là c'était encore davantage, et il y en a quand même de plus en plus au XVIIe. Dans cette hiérarchie-là, on enlève tout ça et on en fait une autre sur le lieu géographique, c'est-à-dire grosso modo l'occidental est meilleur que le méditerranéen, que l'africain, que l'américain, voilà. Et là on arrive à une sorte de classification des peuples. Mais mathématique, c'est là où là, la science, dans l'idée de créer la notion d'une science et de faire une structure de la science et de l'évolution humaine et de l'histoire, se mélange. Là, il n'y a plus de raison, il y a simplement que des convictions, si j'ose dire, et puis des constats par rapport à soi. Et... quant à la notion de civilisation, eh bien, quand je parlais de cet homme global, de cette humanité globale, eh bien, pour faire son histoire, c'était tellement compliqué qu'on va se dire, ben voilà, on va prendre les peuples les plus évolués, puis on va continuer. Donc, on va structurer comme ça, égyptien, hébreu parallèle, après grec, après romain, et après, forcément, le monde occidental qui était le nôtre. Et c'est le schéma du Louvre, hein, si vous voyez, dans la manière dont on va structurer après, parce que ça se définit pratiquement au même moment, où finalement, d'un monde global, eh bien, on arrive à la civilisation européenne et forcément française, puisque les textes de Guizot, les textes de Michelet et d'autres, avec cette ambition de faire une histoire de la civilisation, mais qui était impossible à faire, trop compliqué,
Alors, et imaginer l'histoire d'une civilisation européenne, mais compliquée aussi parce que même si tous ces gens vivant en Europe avaient tous un point commun, c'est-à-dire le sens du progrès et d'aller vers le même esprit, les différences de religion, les différences de politique rendaient cette chose assez compliquée. Donc, ils avaient trouvé le moyen assez astucieux de dire qu'en travaillant que sur la civilisation française, eh bien, qui se créait au même moment, puisque ça n'existait pas, cette notion-là, eh bien, et que, au regard de cette France, si à leurs yeux si magnifique et si gentille et si généreuse, eh bien, c'était suffisant pour parler de la civilisation européenne que de parler de l'histoire de France et de la civilisation française. Et c'est là où rentre cette notion de Renaissance qui se crée à cette époque-là, et là je reviens à mon incompréhension du début, où finalement, par le biais de la Renaissance, ou de la définition, de la création de cette idée de Renaissance, eh bien on ponctuait, on donnait une date de naissance à cette époque moderne, à cette époque de l'histoire du progrès, et de l'époque des civilisations personnelles, débarrassé de la religion et des barbarismes des autres peuplades pour structurer ce corps que l'on Cette modernité, elle est issue de la Renaissance. Cette modernité actuelle. Selon les hommes du 19e qui ont inventé cette Renaissance. On va finir là-dessus. Didier Le Fur, je rappelle à nos téléspectateurs le titre de votre ouvrage « Eilmire, Dieu à la retraite », sous-titré « Une brève histoire de l'histoire ». C'est chez Passé Composé. Qui est une nouvelle maison d'édition et qui vient de... Voilà, c'est pratiquement... ça fait partie... C'est le premier livre avec un autre texte sur la décadence de la noblesse. Voilà, c'est important parce que c'est une jolie maison et c'est bien de recommencer à zéro dans un nouveau projet. Merci Didier Le Fur. C'est moi qui vous remercie.